Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission consacrée à la santé et au bien-être, un espace de sensibilisation et de prévention. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance et un sujet d'actualité pour notre santé publique, le choléra. Le choléra, cette maladie souvent liée à un manque d'hygiène et à l'accès insuffisant d'eau potable, continue de faire des victimes dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Alors, quelques questions se posent. Comment se transmet-elle? Quels sont les signes à reconnaître et surtout comment s'en protéger efficacement? Nous répondrons à toutes ces questions avec un spécialiste en santé publique et des conseils pratiques à appliquer au quotidien. Alors, n'hésitez pas, restez avec nous car votre santé nous tient à cœur. Pour mieux comprendre le choléra, nous recevons aujourd'hui Dr Émilie Lebuc. Bonjour Dr Émilie. Bonjour Agathe. Voilà, docteur Émilie Lebuc est médecin spécialiste en santé publique, communautaire et environnement politique et programme de santé. Voilà. Donc, comme tu m'as présenté, je vais juste rajouter que je suis également médecin affecté, médecin du service public de l'État, affecté au centre au CHUR, au centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo. Okay. Et actuellement, je suis en formation en médecine du travail, où je vais entamer ma dernière année de spécialisation à Louvain. Voilà. À Louvain. Ok, là-bas à Louvain, il n'y a pas l'épidémie de choléra, docteur? Non, non. Les politiques de santé ont fait que la maladie a déjà été éliminée et la surveillance de santé fait que aussi, voilà. Espérons que cela sera aussi le cas pour des pays sous-développés. Alors, pour commencer, docteur Émilie, dites-nous qu'est-ce qu'est le choléra en termes médicaux et pratiques? Voilà, en termes simples, pour que notre population puisse saisir le concept, c'est une maladie diarrhéique aiguë qui est causée par l'ingestion d'une bactérie qu'on peut trouver, comme dit, dans de l'eau souillée, à travers une personne infectée. Donc, voilà, et la bactérie, c'est le Vibrio cholerae. La pathologie reste une préoccupation constante, une préoccupation majeure. Une préoccupation constante vu que c'est lié également au déplacement de population et une préoccupation majeure, fréquente, parce que la pathologie revient assez souvent. Docteur, est-ce qu'on peut parler d'une infection digestive grave ou est-ce plus complexe? Le signe de gravité, selon l'OMS, c'est quand... Bon, concernant la pathologie, le choléra, le signe de gravité est relevé quand on atteint un seuil de létalité supérieur à 1%. Donc la létalité, c'est un rapport du nombre de cas, du nombre de décès liés à une maladie sur le nombre de malades pour cette pathologie. Donc une fois qu'on a atteint un seuil supérieur à 1%, on peut parler de la gravité de la pathologie concernant le choléra. Dites-nous, docteur, comment est-ce qu'un individu peut-il savoir qu'il est atteint de cette maladie? Quels sont les signes qui alertent? Comme j'ai dit et je le répète, c'est une pathologie, c'est une maladie diarrhéique aiguë. La diarrhée est caractéristique aspect eau de riz. Donc déjà là, on a un point majeur qui peut s'accompagner également de vomissements avec ou sans fièvre, des douleurs abdominales. Et vu cette perte de liquide liée diarrhée et vomissement, ça peut conduire à des états avancés de détérioration de la santé, donc une déshydratation majeure qu'il faut réparer assez rapidement vu que ça peut conduire au décès. Et ces diarrhées-là sont faites à quelle fréquence, par exemple? Parce qu'il y a d'autres personnes qui font la diarrhée et qui vomissent également. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont atteints du choléra ou comment?
Bah, il y a aussi l'aspect de comptage, d'exposition qu'il faut prendre en compte. Mhm. Donc je partage un espace ou bien j'étais en contact avec quelqu'un qui a manifesté ou qui a été diagnostiqué de cette maladie, le choléra, et c'est plus probable pour moi, si j'ai ces symptômes, que ça soit également le choléra que j'ai contracté. Néanmoins, il existe des diagnostics différentiels qu'on peut confronter au choléra. Et parmi ces maladies faisant partie du diagnostic différentiel, on peut avoir des causes infectieuses et non infectieuses. Ces pathologies peuvent faire allusion au choléra. Des causes infectieuses, on peut avoir des causes bactériennes. On peut citer l'intoxication à l'Escherichia coli. On peut avoir des causes virales. Très souvent chez les enfants, on a des infections au rotavirus. Et des causes parasitaires, comme la dysenterie amibienne aussi, qui peut faire diagnostic différentiel au choléra. Et des causes non infectieuses, ça peut être aussi des tumeurs, ça peut être des pathologies inflammatoires, genre maladie de Crohn. Et le gouvernement, ou bien notre ministère de la Santé, a mis tout en œuvre pour mettre en évidence cette pathologie via des tests, et la prise en charge est également organisée. D'accord, docteur. Est-ce qu'on peut confondre le choléra avec d'autres maladies comme la gastro-entérite? Oui, des intoxications alimentaires existent bien. Comme j'ai dit, ça reste en pathologie, ça reste en diagnostic différentiel, mais néanmoins, il y a des tests qui peuvent se faire, ou bien selon l'histoire de la maladie, ou bien j'ai mangé un aliment avarié, et à la suite, je fais une gastro-entérite liée à cette intoxication alimentaire, je peux au moins exclure que ce ne soit pas le choléra que je fais. Voilà, mais quand j'ai un contact avéré ou bien une exposition, comme on l'a précisé, ça peut être lié à la consommation de l'eau ou le contact avec des aliments souillés par des selles d'une personne infectée. Et là, c'est plus probable qu'on puisse faire le choléra par rapport à ces symptômes que le patient peut présenter. Et à l'échelle mondiale, le choléra peut-il être considéré comme une menace en 2025? Si oui, pourquoi? À l'échelle mondiale, on peut dire que le choléra est classé parmi les maladies des mains sales. Voilà, les maladies véhiculées par l'eau aussi. Donc, il y a des pays qui ont déjà trouvé solution à des problèmes de maladies liées aux mains sales, à des problèmes des maladies hydriques. Donc ça serait un peu trop élargi de parler du choléra au niveau mondial. Ça reste vraiment sur des zones, comme j'ai dit, des zones de conflit, des zones où des personnes sont en déplacement. Et en l'occurrence chez nous, le choléra sévit plus à l'est, là où il y a la guerre. Vu que les populations sont appelées à se déplacer, et ils n'ont pas toujours des structures sanitaires appropriées qui les accompagnent dans les camps de déplacement. Donc ils sont plus exposés ou sujets à développer ou à être exposés à cette bactérie causant la maladie. Docteur Émilie, oui. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent qu'une épidémie de choléra survienne dans un pays ou une région? Voilà, je vais déjà essayer de mettre un mot sur le concept épidémie. Pourquoi on en parlait dans d'autres régions et pas encore à Kinshasa? Et pourquoi on en parle plus maintenant et pas avant ou voilà. Épidémie, c'est quand, en termes simples, il y a une augmentation du nombre de cas, une augmentation significative du nombre de cas pour une pathologie dans une région bien déterminée, une zone géographique déterminée. Donc, ce qui fait que l'épidémie a été déclarée dans certaines régions et progressivement, elle se déclare dans d'autres régions. Les facteurs favorisants
On peut citer les inondations, hein, liées à des fortes pluies. Vous allez me dire que ce n'est pas le cas, mais on est en saison sèche, comment se fait? Voilà, on a toujours des coins où ça reste encore bien humide, bien trempé et bien inondé. Et ces eaux sont en contact avec des eaux souillées, des fosses septiques qui sont à ciel ouvert. Donc ça n'empêche pas que nous puissions être exposés via des aliments que nous allons consommer. Autre facteur contributif à cette transmission, c'est nos conditions sanitaires et nos conditions, l'assainissement qui n'est pas correct, nos milieux de vie. Donc, et là, on voit déjà de l'eau, parce qu'on parle souvent de l'eau, l'eau qui est liée aux infrastructures sanitaires. Voilà, et l'eau de consommation aussi. Parce que, n'empêche, je n'ai pas de preuves, mais s'il faudrait réfléchir assez grossièrement, pendant qu'il y a des inondations, n'empêche que l'eau potable, l'eau de consommation, la tuyauterie, probablement, elle est en contact avec les eaux usées, vu que les eaux usées ne sont pas canalisées comme il le faut, et on peut consommer de l'eau contaminée. Contaminée. Wow. Voilà. Donc il faudra faire très attention avec ce que nous consommons comme de l'eau. Si l'eau n'est pas potable, cela est un facteur de risque à la contamination et d'attraper cette maladie du choléra. Alors docteur, pouvez-vous nous rappeler comment se transmet le choléra? Oui, je reviens encore à la question précédente. Donc, je rappelle les facteurs favorisants. Il y a les cas d'inondation, les conditions sanitaires et d'hygiène qui sont inadéquates. Et également, je reviens sur les déplacements des populations. Voilà, donc c'est ça qui favorise. Et comment ça se transmet? Par la consommation de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne qui est déjà infectée. Mais la personne, même quand elle est traitée, elle peut transmettre la maladie via les différents contacts autant de temps que la personne excrète encore la bactérie dans les selles. C'est encore ce processus de contamination tant que la personne est traitée et sous traitement et qu'il y a encore excrétion des bactéries dans les selles et le cercle de contamination, cette personne peut encore infecter les autres via... Quand vous parlez des selles, docteur, les matières fécales, voilà, pour que le commun de mortel puisse comprendre. C'est en quoi faisons? En les touchant ou par exposition? Ça peut être direct ou indirect. Une exposition directe ou indirecte, même par les mains sales. On sort des toilettes, on ne lave pas les mains par les mains sales. Et les mains sales, on peut se transmettre par des salutations, par le contact avec un contact indirect, par des denrées que nous allons consommer directement, que ce soit un fruit ou des légumes mal lavés, ou lavés avec de l'eau souillée, ou bien des aliments qui ne sont pas suffisamment cuits. Donc cela nous expose également à contracter cette maladie. Et aujourd'hui, à grande échelle, existe-t-il des moyens efficaces pour prévenir cette maladie qui est le choléra? Oui. S'agissant de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, qu'elle soit adaptée à un ministère particulier, que ce soit la santé, l'urbanisme. Comme j'ai toujours dit, la santé doit évoluer avec des secteurs connexes à la santé. On ne peut pas parler de la santé sans parler de l'éducation, sans parler des finances, sans parler de... Voilà. Donc ça doit évoluer avec ces facteurs, avec des secteurs connexes à la santé. Et concernant la prévention, il y a un renforcement des capacités de réponse qui a déjà été mis en place. Donc par rapport à l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et le traitement des cas suspects ou des cas confirmés. Ça, je peux dire que au niveau de notre stratégie de riposte, il y a déjà
une prise en charge organisée, mise en place dans des structures désignées de traitement de choléra. Au niveau du centre hospitalier universitaire Renaissance, nous avons tout un pavillon qui est affecté, le pavillon 22, qui est affecté à cette prise en charge, qui a été désigné par le ministère de la Santé et qui a été affecté pour cette prise en charge de cas suspects de choléra. De la prévention, comme on a parlé, les enjeux restent l'eau potable et l'assainissement. Okay. D'où il faut un engagement communautaire, une mobilisation communautaire, une prise de responsabilité. Donc que chacun fasse sa part. C'est pas l'État qui viendra balayer autour de toi. Donc voilà, que chacun fasse sa part et que chaque Congolais soit acteur de sa santé. Dans la prévention toujours, il faudrait continuer à contrôler l'épidémie pour limiter son impact au niveau de la population. Okay. Pour résumer le tout, je dirais les mesures d'hygiène contre le choléra seraient l'hygiène des mains, bien se laver les mains avec de l'eau et de savon, consommer de l'eau potable, donc il faudrait que tout soit mis en marche pour un accès suffisant en eau potable. Il faudrait une sécurité alimentaire, donc nettoyer, laver les fruits, les légumes comme il faut, assainir le milieu de vie, rappeler l'hygiène et une surveillance pour des cas pour une réponse rapide. Il ne faut pas attendre parce que ça évolue assez rapidement. On peut vite se déshydrater et mourir de déshydratation. Merci docteur, il ne faut pas attendre, il faudrait que chacun fasse sa part, il faudrait bien assainir le milieu où nous vivons, surtout les installations sanitaires, il faudrait veiller à la propreté, le nettoyage des mains sont là quelques mesures préventives contre le choléra. Et lorsque un patient est atteint du choléra, docteur, quelles sont les premières mesures à prendre? On peut toujours parler de la réhydratation en priorité? En priorité, on parlera de la réhydratation vu qu'on est dans une perte massive de liquide via les diarrhées et les vomissements. On peut déjà conseiller à boire suffisamment et à atteindre le centre de prise en charge de proximité. Okay. Voilà, le plus tôt possible. Alors on peut se dire, c'est quand même assez difficile, il y en a qui peuvent se dire, oui, c'est le choléra, mais quand on se sent suspect de cette pathologie, allez-y au centre, allez vous faire tester, allez vous faire confirmer le diagnostic et la prise en charge est organisée et elle est gratuite. Docteur, parlons à présent du traitement. Quels sont les traitements disponibles lorsque on est atteint du choléra? La prise en charge, quand elle est assez tôt, la majorité des patients guérissent. Premièrement, il faudrait déjà joindre le centre de traitement désigné par les autorités compétentes le plus tôt. Je répète encore une fois, ça reste une déshydratation massive qui peut non seulement avoir la perte de liquide, mais également des électrolytes, qui font un peu notre équilibre hydroélectrolytique. Donc cet équilibre sera altéré et peut activer ou bien entretenir ces pertes. La réhydratation est à encourager selon que la déshydratation est légère, modérée ou sévère. Le schéma de prise en charge est assez différent et selon également l'âge du patient qui peut être un jeune enfant, un nourrisson ou un adulte. Le traitement et le protocole est déjà établi par le ministère de la Santé et le protocole reste d'application. Voilà, donc je conseillerais à revenir vers les centres de traitement et l'hôpital, le centre hospitalier universitaire Renaissance et un des centres également qui a été désigné dans la prise en charge du choléra.
Et là, on parle déjà des autorités sanitaires, hein. Les Mais oui, autorités sanitaires sont i- bien armées. Ils ont déjà disposé quelques centres oui, de santé où les les gens centres peuvent aller. désignés, les produits sont mis à disposition et sont gratuits. Ok. Voilà, et au-delà des, je pense bien, au-delà du traitement pharmaco, il y a également des conseils hygiéno-diététiques qui vont être adaptés. Alors, docteur, existe-t-il, puisqu'on parle d'une épidémie, parce que la Mm. choléra, le choléra, pardon, c'est une épidémie, existe-t-il un vaccin contre cette maladie? Euh, Au niveau du PEV, le PEV a recensé des pathologies pour lesquelles il existe des vaccins, des pathologies assez évitables, hein, pour lesquelles il existe des vaccins. D'où dans cette liste, le choléra figure. Donc il existe un vaccin, c'est un vaccin oral. Donc moi je connais, je ne sais pas c'est lequel qui est appliqué ici, mais ça reste un vaccin oral qui est constitué des bactéries tuées. Et la littérature dit que pour ce vaccin qui est le DUC oral, Mhm. qui est donné tous les 2 ans chez l'adulte, et chez les petits-enfants, c'est à renouveler tous les 6 mois. Ben, au moins, ça nous protège pour une certaine durée, et ça reste un vaccin à renouveler à chaque fois. Mais quand on a 60% de la masse de la population qui a été vaccinée, au moins on est sûr de ralentir ou d'avoir une prévention assez efficace. D'accord. Et quelles seraient, selon vous, les priorités pour limiter le retour des grandes épidémies de choléra? La mobilisation communautaire, la sensibilisation à l'hygiène et encore une fois, le Congolais doit être acteur de sa santé. Est-ce que autour de moi, le milieu dans lequel je vis est propice, est un avantage pour mon bien-être, pour ma santé? Déjà ça. Et il y aura beaucoup de maladies, comme je dis, ce sont des maladies des mains sales qui, sous d'autres cieux, n'existent pas, n'existent plus. Ok. Et sous d'autres cieux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éradiquer cette maladie? Déjà au niveau de la prévention, Mhm. donc c'est pas un, bon, je ne vais pas citer un pays quelconque, mais il y a des pays où on se dit, il y a des critères pour lesquels je dois exposer un produit. Ils ne vont pas se mettre à découper de l'ananas en pleine rue, comme ça se fait ici, je donne un exemple. Et de temps en temps, sur une voie de circulation, sur une voie où il y a des eaux usées qui passent de part et d'autre, je sais que vous voyez tout cela, hein, vous croisez cela. S'il faut illustrer, c'est une porte d'entrée, c'est une exposition assurée pour la propagation de la maladie. Du coup, il faudrait sensibiliser à l'hygiène, faire du Congolais acteur de sa santé et qu'il soit, comment je peux mettre en termes simples, qu'il soit exigeant dans ce qu'il consomme. Et à nos autorités de nous accompagner à assainir le milieu, parce que, comme je dis, le secteur de la santé n'évoluera jamais seul. Pour être accompagné, il y a des secteurs cruciaux et connexes à la santé. Pour qu'une politique de santé tienne, il faudrait que d'autres secteurs, que ce soit les finances, le portefeuille, je ne sais pas, l'éducation, l'agriculture, l'urbanisme, que tous puissent accompagner les politiques mises en place pour la santé de la population. Voilà, docteur, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Alors, que diriez-vous aux téléspectateurs ou bien à la population qui pense que le choléra est un problème lointain? Je dirais ainsi, je donnerai un exemple simple. Sur le plateau, vous êtes infecté de la maladie, mais vous ne manifestez pas des signes de façon très expressive. Mais le contact
avec un produit ou un aliment que nous aurons à partager, si j'ai assez une immunité faible, eh ben, moi, de mon côté, je peux développer les signes dans les 12 heures d'exposition. Donc il ne faut pas attendre 2, 3, 4 jours pour que moi je puisse développer les symptômes. Problème lointain, je dirais non. On parle d'une épidémie et j'ai bien défini l'épidémie comme une augmentation rapide et significative des nombres de cas d'une maladie dans une région, une zone géographique bien déterminée. Donc c'est une maladie qui, du jour au lendemain, on peut passer d'un cas à 10, à 100, et cela selon le contact et la promiscuité, comme on peut le remarquer, ne nous échappe pas. Donc on peut se le transmettre sur une journée à autant de contacts que nous avons. Voilà. Donc c'est pas un problème lointain. D'accord. Pour conclure, docteur, un message de sensibilisation ou d'espoir à la population. Message d'espoir, c'est un message de mobilisation communautaire, c'est un message d'engagement communautaire et un message du Congolais au centre de sa santé. Un conseil à donner à la population, docteur? Améliorer les conditions de milieu de vie et être intransigeant et exigeant sur l'assainissement, le milieu dans lequel on se trouve. Je conseille ou bien je rappelle l'hygiène. C'est quelque chose, une notion de base. Sous d'autres cieux, on parle d'autres thématiques, mais on ne doit pas continuer à parler des basiques de santé, des basiques de prévention. On doit quand même déjà évoluer. L'éducation, le secteur de l'éducation doit nous accompagner pour marteler déjà sur l'hygiène et promouvoir la santé. Merci beaucoup, docteur Émilie Lebuc. Nous rappelons que docteur Émilie est médecin spécialiste en santé publique, communautaire et environnement, politique et programme de santé. Docteur Émilie, c'est fait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau et nous en profitons pour vous souhaiter un heureux 20e anniversaire de mariage à vous et à votre mari Odon Chibasso. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui met un point final à notre émission consacrée au choléra. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, adoptez les bons gestes d'hygiène et surtout restez informés à temps réel. Respectez les règles d'hygiène. Nous martelons sur cela, respectez en tout cas les règles d'hygiène. Alors, on se retrouve à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.